democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on vous fait une petite vidéo pour revenir en images sur notre déplacement en Bolivie du 4 au 12 novembre 2020, parce que c'était un événement historique dont malheureusement pratiquement aucun média en France ne parle. Et donc, on va vous faire un petit retour en images sur ce qui s'est passé ce 8 novembre 2020 en Bolivie. Parce que oui, le 8 novembre, c'était la proposition de candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'investiture populaire, mais c'était aussi un événement historique en Bolivie et je crois un signal envoyé au monde entier de la part du peuple bolivien. Donc, on va revenir dessus. Alors, première image, notre délégation, pour vous présenter un peu qui était avec moi dans ce déplacement en Bolivie. Il y avait donc Christian Rodriguez. Christian, c'est notre représentant, notre conseiller sur l'Amérique latine à la France Insoumise. Elmi Emrabé, donc, qui est mon collaborateur et qui travaille avec moi en équipe. Et puis une personne que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Jean-Paul Guevara. Jean-Paul Guevara, c'est l'ancien ambassadeur de Bolivie en France, donc avec qui on a des liens depuis avant, avec des liens historiques et amicaux. Et c'est lui qui a un peu fait notre guide pendant tout le séjour, qui nous a emmenés un peu partout. C'est un dirigeant du MAS, donc du mouvement vers le socialisme, qui s'appelle aussi Instrument politique pour la souveraineté du peuple, donc ce mouvement qui a gagné les élections du 18 octobre dernier. Donc c'est lui qui nous a organisé toutes les rencontres, etc. Donc ça, c'était pour notre délégation. Alors pourquoi est-ce qu'on allait en Bolivie et qu'est-ce qu'il y avait d'historique en Bolivie ? Le 8 novembre, c'était l'investiture de Luis Arce, du nouveau président bolivien, et du nouveau vice-président bolivien qui s'appelle David Choquehuanca. Et pourquoi c'est historique et pourquoi on a vraiment tenu à envoyer une délégation France Insoumise, c'est parce que cette élection et cette victoire du MAS, elle arrive après 11 mois d'un coup d'État. Elle arrive après 11 mois d'un coup d'État où les médias et le gouvernement français refusaient de parler d'un coup d'État, mais je vous explique un peu ce qui se passait. Donc Evo Morales avait gagné les élections, il y avait une campagne pour expliquer qu'il y avait eu de la fraude de manière massive par Evo Morales et par le MAS, et donc des milices armées qui étaient dans les rues, qui kidnappaient des représentants et des dirigeants syndicaux et politiques, qui incendiaient leurs maisons, qui ont... par exemple, vous vous rappelez peut-être de cette image, ont kidnappé la mère de Vinto, Patricia Arce, donc l'ont kidnappée, lui ont tondu les cheveux, l'ont éclaboussée de peinture rouge et l'ont traînée pendant 5 km pour lui faire une humiliation publique. Il y a eu peut-être aussi cette image dont vous vous rappelez du président d'une radio d'un syndicat paysan qui avait été attaché à un arbre. Et dans cette période-là, il y a eu aussi plusieurs massacres. Et d'ailleurs, nous avons assisté à une commémoration des 1 an d'un des massacres dans la zone sud où 3 personnes ont perdu la vie, des personnes ont été blessées, d'autres sont encore en prison depuis 1 an. C'était absolument poignant comme moment. C'était vraiment horrible parce que la population indigène a payé le prix très fort de ce coup d'État et donc on était plusieurs à cette commémoration. Il y avait le représentant des droits humains aux Nations Unies, il y avait la défenseure du peuple bolivien qui était là aussi pour soutenir les familles dans la demande de vérité et de justice qui en était faite. Bref, donc il y a eu une période où donc Evo Morales a dû partir notamment, et là c'est quand même incroyable qu'ils ne veulent pas parler de coup d'État, quand un général de l'armée demande lui-même à ce que le président démissionne et le dit publiquement. Donc oui, on était dans un coup d'État et on aurait pu craindre le pire pour la Bolivie parce que la longue expérience qu'on a des coups d'État en Amérique latine ou ailleurs d'ailleurs dans le monde fait que souvent vous avez 1 an, 10 ans, enfin 10 ans plutôt, 15 ans, 20 ans de dictature après un coup d'État pour que le peuple arrive à récupérer sa souveraineté et la démocratie. Et bien là, le peuple bolivien a réussi à le faire en seulement 11 mois et c'est ça qui était absolument historique.
Et je vous assure que lors de cette investiture, donc où nous étions les représentants de la France, puisque le gouvernement français n'avait envoyé personne, il y avait l'ambassadeur français en Bolivie, mais sinon il n'y avait aucun représentant du gouvernement, il n'y avait pas d'autres délégations françaises, donc on était les représentants de la France à cette cérémonie, et c'était une investiture absolument incroyable, parce que vous aviez un long défilé populaire, alors un défilé militaire, comme il y a régulièrement, mais aussi un long défilé populaire, mais qui a duré des heures et des heures, je ne sais plus, je crois qu'il a duré 6 heures, ce défilé, avec des scènes de liesse, énormément des paysans, des collectifs citoyens, plein de personnes de toute la Bolivie qui étaient venues pour célébrer le retour de la démocratie et de la dignité, comme il le disait. Et vraiment, donc c'était un moment assez incroyable que d'assister à cette investiture et à cet échec, cette mise en échec du coup d'État. Donc là, c'est un exemple, et je crois que ça, c'est très important pour comprendre ce qui s'est passé, en fait, et comment ils ont réussi, en fait, à faire échouer ce coup d'État. Une des grandes forces qu'a le MAS et qu'a le peuple bolivien en général, c'est la force d'auto-organisation. Là, c'est un exemple où on voit tout un quartier qui a été entièrement repeint par ses habitants. Et là, par exemple, c'est une ville donc qui est en haut. Donc La Paz, c'est la capitale. Et puis en haut, vous avez une ville qui s'appelle El Alto. El Alto, c'est 1,2 million d'habitants. C'est une ville qui s'est construite en 35 ans. Donc vous imaginez la rapidité de construction de cette ville et où tout a été auto-organisé pratiquement. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas d'école dans cette ville-là. C'est beaucoup des gens qui sont venus avec l'exode rural. Et donc, on a vu des gens qui s'appellent les pères et les mères d'El Alto. Donc, c'est des parents qui se sont organisés, qui ont construit les écoles. Ensuite, dans chacune des écoles qu'ils ont construites, ils ont mis un cercle des pères et des mères d'El Alto, donc des pères et des mères, donc des parents de l'école en soi. Ensuite, ils se sont coordonnés par quartier et puis ils se sont coordonnés à l'échelle de la ville. Donc, il y a une capacité d'auto-organisation en Bolivie qui est absolument incroyable et qui explique que même lorsqu'il y a un coup d'État tel que celui-ci, avec toute la violence qu'il impliquait, les morts qu'il y a eu, bref, cette violence intense de ce coup d'État, eh bien, ils ont réussi à réorganiser les choses parce qu'il y avait un mouvement populaire très fort. Le MAS, ce n'est pas un mouvement politique traditionnel, ce n'est pas un parti politique. Le MAS, c'est plein de syndicats paysans, mais beaucoup de syndicats paysans, des collectifs citoyens comme celui des pères et des mères d'El Alto dont je vous parlais, mais il y en a plein dedans. Vous avez donc des syndicats, vous avez des associations de femmes, vous avez des associations, bref, vous avez un appui populaire extrêmement large autour du MAS et qui a permis en fait de pouvoir reconquérir les choses, de pouvoir se réorganiser. Et d'ailleurs, s'il y a eu des élections le 18 octobre, c'est bien parce qu'il y avait une auto-organisation populaire. Parce que comme il y avait, là-bas, il y a le coronavirus qui fait d'ailleurs beaucoup de dégâts, vous imaginez, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux en Bolivie, eh bien, il ne faisait que repousser la date des élections. Et surtout parce que la droite qui s'était emparée du pouvoir, et avec un appui de l'extrême droite, et notamment de quelqu'un qui s'appelle Camacho, qu'on avait vu rentrer dans la maison du peuple en Bolivie, prier avec une Bible sur le drapeau bolivien pendant qu'on brûlait les symboles indigènes autour, eh bien, cette droite-là se rendait compte qu'elle allait perdre les élections. Et donc, en août, il y a eu en Bolivie un mouvement extraordinaire de blocage du pays partout, de blocage de toutes les routes, pour demander à ce que les élections se tiennent. Donc jamais on a vu un coup d'État échouer aussi vite, aussi rapidement, et avec en plus des formes de coup d'État qui changent. C'est-à-dire que vous n'avez plus le dictateur qui arrive avec son armée et qui vient expliquer qu'il garde le pouvoir et qu'il le garde pendant 17 ans, le temps qu'on arrive à le dégager. Mais vous avez une sénatrice qui s'autoproclame présidente, là c'est Jeanine Áñez, et qui explique qu'elle va demander des élections. Donc en fait, c'est un coup d'État avec une apparence démocratique et qui fait que si par exemple, il n'avait pas gagné les élections
ce 18 octobre dernier, eh bien, de toute façon, le résultat des élections aurait été reconnu comme tel, alors même qu'il y avait un contexte de coup d'État qui avait fait que la plupart des leaders politiques et syndicaux avaient dû soit fuir le pays, soit se cacher, soit avaient été extrêmement fortement réprimés. Donc voilà pourquoi c'est historique, c'est parce que le peuple bolivien a réussi par la voie la plus pacifique qui soit à récupérer la démocratie, et ça c'est une leçon qu'ils ont envoyée au monde entier. Bon, et puis dans ce voyage, on a aussi beaucoup discuté des enjeux écologiques, puisque en Bolivie, il y a entre la Bolivie et le Pérou, donc entre les deux pays, un lac qui est le lac navigable le plus haut au monde, puisque vous savez, la Bolivie, c'est à 4000 mètres d'altitude. Vous le sentez au départ, hein, vous manquez d'oxygène quand vous arrivez les premiers jours, donc vous allez doucement. Et donc, on a été visiter ce lac. Donc, ce lac, il est donc à la frontière de deux pays. Il est vraiment immense, avec beaucoup de populations indigènes qui vivent autour. D'ailleurs, c'est la région de David Choquehuanca. On nous a montré sa maison, donc le vice-président bolivien. Et on a été visiter ce lac parce qu'il y a un enjeu écologique énorme autour de ce lac, notamment, et ça, c'est des scientifiques de l'Institut de recherche et du développement français qui nous l'ont expliqué à l'ambassade, parce que ce lac, il se réchauffe beaucoup plus vite que la moyenne de la région et même que la moyenne mondiale. Il a déjà augmenté de température de 1 degré et on parie sur une augmentation de 4,5 à 6 degrés d'augmentation de réchauffement, soit le double de ce qu'on prévoit à l'échelle mondiale. Donc il y a un enjeu même autour de la disparition possible de ce lac si les politiques d'inaction climatique continuent. Et puis il y a un deuxième enjeu très fort qui est la question de la pollution. Et notamment, il y a eu un épisode en 2016 où il y a 10 000 grenouilles géantes qui sont mortes d'un coup parce qu'en fait, vous avez un système de pollution très forte. Le lac est alimenté par 25 rivières. Vous avez à la fois des pollutions dues à l'activité minière. Vous avez des pollutions qui sont dues aux villes, et notamment El Alto n'ayant pas plusieurs stations d'épuration, même pas une. Il y a toutes les eaux de la ville qui se déversent dans le lac. Et puis, vous avez une pollution aussi liée aux activités agricoles. Donc, toutes ces pollutions-là créent des eutrophisations, on appelle des milieux, c'est-à-dire il y a des endroits où il n'y a plus d'oxygène et où tout meurt en fait dans ces espaces-là. Donc, il y a aussi un danger très fort autour de ça. Et puis, vous imaginez, c'est un enjeu social très fort, puisque les populations qui vivent beaucoup de la pêche et autour des activités du lac qui vivent autour, eh bien, sont fortement impactées par ça. Donc ça, c'est un enjeu écologique très fort. Et là aussi, pour le coup, le peuple bolivien nous a appris une leçon politique importante. Ça date de 2009. La Bolivie, je crois que c'est le premier pays, enfin en tout cas un des premiers, mais je crois que c'est le premier, qui a inscrit dans sa constitution une des choses que nous, on aimerait faire ici en France, pour lequel on se bat, qui a inscrit dans sa constitution le fait de reconnaître l'eau comme un bien commun mondial et de reconnaître dans la constitution que tout le monde devait y avoir accès, parce que c'est un bien indispensable à la vie. Donc ça, déjà, c'était un acte très fort qu'avait posé et accepté le peuple bolivien à cette époque-là. La deuxième des choses, c'est qu'en 2010, au Conseil des droits humains aux Nations Unies, c'est la Bolivie qui avait présenté une résolution pour demander que dans ce Conseil des droits humains soit intégrée une résolution et soit votée une résolution par tous les pays sur la question de la reconnaissance de l'eau comme bien commun mondial. Et puis, on a été aussi visiter le vice-président David Choquehuanca, qui là est un ami de longue date, notamment de Jean-Luc Mélenchon, avec qui on a eu une discussion très intéressante sur les enjeux qu'il allait avoir après cette élection et l'événement historique qu'ils avaient réussi à faire. Et il nous disait notamment un des combats que nous, on veut mener, et ça pour nous c'est très intéressant parce que nous, il faut soutenir ce genre d'initiative, c'est de dire aux Nations Unies, il y a une organisation pour l'alimentation, il y a une organisation pour les enfants, il y a une organisation sur plein de choses, et sur la chose la plus importante pour la survie de la vie en général, de toutes les espèces et notamment de l'espèce humaine, eh bien, il n'y a pas d'organisation pour l'eau. Nous, on se battra pour qu'il y ait une organisation mondiale de l'eau. Et je pense que c'est un des combats qu'on mènera à leur côté. Donc, c'était voilà, ce séjour qu'on a passé en Bolivie à l'invitation de la présidence bolivienne. Pour nous, c'est
un moment où on a appris beaucoup de choses. On doit tirer de ces événements-là aussi des leçons politiques sur l'auto-organisation, sur comment le peuple arrive à reprendre le pouvoir et à rétablir la démocratie, même quand on lui a volé de manière aussi violente que ce qui s'est passé en Bolivie. C'est aussi une lueur d'espoir pour le monde, c'est un signal d'espoir pour le monde entier, je crois. Et puis, c'est aussi des leçons sur l'écologie, comment on protège les écosystèmes et comment on fait avancer le fait qu'on puisse ouvrir un horizon heureux où, pour le coup, on aurait des possibilités de partage pour toutes et tous et surtout le fait que le peuple reste le maître de son destin. Donc voilà pour ces images et ce retour de notre délégation bolivienne. Merci à vous.